Vous êtes militante féministe et laïque algéro-française. Vous avez toujours milité effectivement pour les droits des femmes, et notamment en Algérie contre le Code de la famille. Vous luttez aussi évidemment contre les violences faites aux femmes, contre le patriarcat et le terrorisme islamiste. Et en France, je sais que vous avez beaucoup milité ces derniers mois, ces dernières années, j'ai envie de dire, pour la laïcité, pour la citoyenneté et pour la démocratie sur les deux rives de la Méditerranée, pour dire les choses de manière soft. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez, vous souhaiteriez nous parler des stéréotypes qui sont à l'origine des idées fausses qui nourrissent les discriminations des femmes immigrées, et donc comment pensez-vous qu'on peut lutter contre ces stéréotypes? Bien, écoutez, d'abord, je vais faire un court exposé quand même. Il est non exhaustif parce que depuis des décennies, des rapports, des articles qui traitent de l'immigration féminine ont été faits grâce à des sociologues, à des organisations et associations féministes, tant au niveau national qu'international. Et ces travaux ont permis une visibilité aux femmes immigrées, justement, qui n'étaient vues jusqu'alors qu'à travers le prisme de l'homme émigré. Je voudrais, avant de commencer, saluer justement l'immense travail de terrain d'associations qui assurent accueil, écoute, aide juridique et bien sûr sensibilisation sur les problèmes des migrantes. Alors, les femmes migrantes sont confrontées à des conditions très restrictives à leur entrée en France et à leur installation. Ces conditions contraignent grand nombre d'entre elles à survivre dans une situation précaire et de non-droit. L'immigration familiale a été suspendue en 1974. D'abord, elle a été suspendue en 1971 par l'Algérie. Ensuite, en 1974 par la France, en 1976, en 1977. Et ce n'est qu'en 1978 qu'une décision du Conseil d'État affirme que le droit des étrangers de mener une vie familiale normale est un principe fondamental. Par le regroupement familial, les lois et la politique française définissent la place des femmes dans le seul cadre familial et les migrantes se trouvent confrontées à des situations complexes, subissant alors une double oppression en tant que femmes et en tant qu'étrangères. Il faut savoir que le regroupement familial permet à une personne étrangère vivant en France, en situation régulière bien sûr, et fournissant les preuves de ressources, travail, logement, de faire venir ses proches, conjoints et enfants mineurs. Et dans la majorité des cas, c'est la femme qui rejoint son époux. Et cette procédure, justement, de regroupement familial fragilise la situation des femmes qui se retrouvent sous la dépendance alors de l'homme, dépendance totale du conjoint, et parfois même de sa famille, subissant donc domination patriarcale et violence du système. Je donne un exemple. En cas de divorce ou de veuvage, dans l'année qui suit le regroupement familial, la carte de résidence peut ne pas être renouvelée. Si l'époux décide de retourner seul au pays, l'épouse peut devoir restituer la carte de séjour. Alors, il y a une émigration dont j'aimerais parler, c'est celle de 1990. C'est l'émigration de militantes et de militants algériens qui ont émigré pour des raisons politiques. Une guerre contre les civils est menée par les islamistes et les femmes en sont les premières cibles, ainsi que les progressistes et les intellectuels et tous ceux qui s'opposent au projet théocratique, de société théocratique. Et c'est grâce, et c'est pour ça que je tiens à parler de cela, c'est grâce au soutien des associations féministes que ces émigrés obtiennent assistance et visa. Et il est important de signaler qu'elle a été très difficile et sans cette assistance, les femmes n'auraient pas pu être
les immigrés de cette époque-là n'auraient pas pu être protégés parce que ces immigrés n'étaient pas contre le pouvoir. Et ce sont justement les dirigeants islamistes qui avaient l'asile politique. Ces dirigeants islamistes avaient leur base logistique dans les capitales européennes. Et je pense, c'est une parenthèse, mais il est important de le savoir. Ils avaient, eux, très facilement l'asile politique, alors que les émigrés qui, justement, fuyaient la répression islamiste ne l'avaient qu'à travers l'assistance, justement, des militantes, des associations féministes. L'autre facteur déterminant de l'immigration féminine, qui est constaté depuis quelques années, est le fait de la situation économique de l'Algérie, des conditions d'intégration des femmes qualifiées, comme le disait Marie-Paul, des femmes qualifiées ainsi qui refusent leurs conditions de femmes. Et cette émigration féminine qualifiée, souvent avec bagage universitaire et professionnel, non reconnu, accepte jusqu'au déclassement dans le pays hôte. Elle se voit proposer des emplois sous-payés, le plus souvent dans l'entretien ou la restauration. Leur choix d'émigrer est déjà en soi une contestation de leur statut, de leur place dans le pays natal. Mais le statut d'étrangère, sans papier, les expose à une grande insécurité, à une grande précarité dans le travail et les expose aussi aux discriminations et à tous les dangers liés au genre et à leur origine. Les femmes immigrées sont régies dans leurs rapports familiaux par les lois discriminatoires du pays d'origine, appelées code de famille ou statut personnel, faisant de la femme une mineure à vie. Ces lois discriminatoires sont appliquées en France par le biais d'accords dits accords bilatéraux ou conventions bilatérales. Les femmes, alors, subissent une différence de droit à travers l'application des dispositions des conventions bilatérales qui existent entre la France et le pays d'origine concernant ce statut personnel. En effet, ces questions de droit personnel revêtent une question cruciale puisqu'elles soulèvent le problème de l'égalité des sexes ainsi que la place de la femme en tant que citoyenne au sein de l'État. Les organisations et associations des droits de femmes dénoncent les différences de droits, les discriminations et les violences que subissent les femmes par les codes de statut personnel et leur application en France. En ce qui concerne l'Algérie, on parle plutôt d'exéquature, c'est ce qui rend exécutable un jugement rendu en Algérie. En effet, chacune pourrait penser que dans le domaine que l'on appelle statut personnel, le droit serait identique pour tous sur un même territoire. Mais il n'en est rien. Dès lors qu'on possède une autre nationalité que la nationalité française ou que l'on a une double nationalité, les règles concernant les relations familiales sont complexes. La femme étrangère qui est établie en France est soumise au statut personnel de son pays d'origine. La femme qui a une double nationalité se verra appliquer en France la loi française par les autorités françaises, tandis que son pays d'origine la considérera toujours comme une nationale, même s'il lui reconnaît la double nationalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes françaises dont la famille est d'origine algérienne, et c'est valable pour les Marocaines et les Tunisiennes d'ailleurs, sont considérées comme algériennes, marocaines ou tunisiennes par leurs pays respectifs uniquement parce que leurs parents sont ou ont été de nationalité algérienne, tunisienne ou marocaine, même si elles-mêmes n'ont jamais eu de papier de leur pays. La nationalité algérienne, tunisienne ou marocaine ne se perd pas. Aussi, dans son pays d'origine, dans le pays d'origine de ses parents, même bien que la femme ait la nationalité française et qu'elle pense n'avoir que celle-ci, elle reste soumise à la loi de ce pays. Et cette cohabitation juridique
engendre des conséquences humaines et des aberrations à l'égard des épouses et des enfants. Et ce n'est qu'en cas de conflit juridique que les femmes découvrent qu'elles sont régies par les lois de leur pays d'origine. Même les Françaises d'origine maghrébine ignorent souvent qu'elles conservent la nationalité de leur père aux yeux de leur pays, en plus la nationalité française, et qu'elles peuvent se voir imposer des décisions de justice prises dans leur pays d'origine. Bien sûr, il y a des recours possibles, mais ils sont peu connus et surtout très, très, très compliqués. Il faut signaler surtout que les pratiques et coutumes, mariage précoce, excision, mariage de jouissance, tenues vestimentaires, sont présentées comme islamiques et elles sont aussi puissantes que les lois en tant qu'outil de contrôle sur les femmes que les fondamentalistes islamistes instrumentalisent. Les questions de statut personnel sont d'une importance cruciale pour les femmes, car ce domaine est le bastion de la domination masculine et également le cheval de Troie d'un communautarisme offensif. La France, qui a ratifié la CEDAW, doit garantir les droits à toute personne résidant en France, même si elle est étrangère. Il est urgent d'entreprendre toutes les actions nécessaires pour protéger les droits des femmes immigrées ou issues d'immigration, en refusant tout relativisme culturel, toute dérive qui consisterait à aménager des différenciations culturelles et qui porterait atteinte aux droits fondamentaux des femmes. Il est important d'exiger un statut juridique autonome pour les femmes immigrées, un statut indépendant de celui du conjoint. Il faut refuser de reconnaître les codes de la famille étrangère et les lois relatives au statut personnel reposant sur des croyances religieuses qui violent les droits des femmes. Je terminerai en disant que les compétences, le courage, la résistance des femmes migrantes sont souvent occultées. Pourtant, les femmes migrantes elles-mêmes sont de plus en plus engagées pour revendiquer leurs droits en tant que citoyennes. Et je vous remercie.